Bienvenue à la table des DSI pour un nouvel épisode où c'est Amaury qui passe interviewer la fois précédente, pleine d'aventures une quelques instants. Alors bienvenue Amaury. Merci à toi. Voilà, l'exercice est ouvert aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour nous raconter peut-être belles choses? Je suis prêt à quasiment tout partager. Vas-y, à toi. Alors, quand on parle au début, j'ai cru comprendre que tu as eu une vie d'entrepreneur à l'époque. Alors, toujours un pied dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, bien sûr, mais peut-être commençons par ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait une start-up à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, des startups, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup. Si je prends un peu plus avant que je monte des startups, moi, depuis tout petit, je me considère quasiment comme un inventeur. J'ai toujours voulu inventer, créer des choses. Voilà, qu'on démarre avec des Lego, on finit par faire des trucs sur ordinateur. Et en effet, après 10 ans de corporate, j'ai lancé ma première startup en 2012, fin 2012, qui était une place de marché pour vendre des contenus numériques. Donc, contenu numérique voulait dire photos, vidéos, cours, software, logiciel design, graphique, tout et n'importe quoi. Et ce qui a été d'ailleurs notre plus grosse erreur. On a eu un positionnement qui n'était pas suffisamment sur une niche. On a collé au positionnement d'un Américain qui avait levé quasiment 10 millions de dollars. Et évidemment, nous n'avions pas les mêmes moyens, la même manière de communiquer. Et voilà, les débuts d'entrepreneuriat avec une très très belle douche glacée m'ont permis ensuite de rebondir et de comprendre globalement qu'en fait, pour ce premier projet, en tout cas, on n'avait aucune chance. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé sur le tard. On n'avait aucune chance de réussir parce qu'on n'avait pas les compétences pour faire que ce premier projet fonctionne. Alors du coup, ce que je comprends, c'est que tu as eu un parcours relativement classique pour un entrepreneur. Voilà, l'échec est toujours quand même globalement présent. Mais voilà, comment tu as vécu cet échec-là? Parce qu'effectivement, dans cet univers-là, on dit que l'échec est la meilleure des formations. Qu'est-ce que ça t'a appris et comment tu rebondis du coup? Alors, en effet, je pense que ça a été la plus grande leçon de ma vie. Si on se projette en 2014, pardon. 2014, je vais au European Innovation Academy, qui était un espèce d'accélérateur sur 3 semaines où on bossait quasiment nuit et jour à monter des startups. Et on était 300 avec des mentors de la Silicon Valley. Et à ce moment-là, j'étais en hésitation. De ça, c'est quasiment 2 ans qu'on avait lancé le projet. Et je savais pas s'il fallait qu'on continue et qu'on persévère ou pas. Et donc j'ai posé la question, aussi bêtement que ça, à un mentor, en lui posant la question bien précise, quelle est la différence entre persévérance et obstination? Et alors, ça l'a fait sourire, et après quelques secondes de réflexion, il m'a dit, c'est 18 mois. Si au bout de 18 mois, tu trouves pas ton marché, t'as pas un début de business model, arrête. Et il s'avère que j'étais à plein temps sur le projet depuis 19 mois. Donc, je pense que c'était exactement la réponse que j'attendais. Le petit coup de pouce, presque la demande d'autorisation d'abandonner, parce qu'à l'époque, en fait, on avait exploré toutes les pistes avec les compétences qu'on avait pour essayer de s'en sortir, tous les potentiels, mais même pas pivots, parce qu'on n'avait pas encore le recul pour vraiment bien pivoter. Et du coup, voilà, on a arrêté ce projet-là à ce moment-là. Phase compliquée parce que du coup, j'ai goûté pendant 2 ans la vie entrepreneuriale, la vie de start-upper, à faire des start-up week-ends en voiture, voilà, et puis voir aussi la dynamique. Et j'avais vraiment pas envie de retourner. Je venais du milieu bancaire, j'avais vraiment pas envie de retourner dans le monde pur corporate, très cadré, procédural, avec de la politique, etc. Et donc, je me suis dit, ce que je sais faire, c'est monter des projets, monter des startups, à minima l'aspect technique. Donc, je vais travailler avec des startups en tant que CTO. Et c'est de là que j'ai commencé à faire le CTO as Service en fin 2014, monter des infrastructures, beaucoup avancer sur comment rendre les choses scalable, coacher les développeurs pour identifier les goulots d'étranglement, etc. Et évidemment, avec le courant du cloud qui était arrivé, puisque déjà ma startup en 2012 était sur AWS, avec une infrastructure complètement scalable et automatique. Et du coup, c'est une compétence que j'ai apportée aux startups que j'ai accompagnées voilà, pendant 10 ans
Entre autres, c'est une des compétences pour laquelle j'ai intervenu. Alors, tu as devancé la question que j'allais te poser, puisque j'allais rebondir sur ce que tu as créé, My CTO Friends, donc et créer le lien entre ton expérience de start-upper, d'inventeur, puisque je reprends le mot que tu as cité que j'ai beaucoup aimé, et du coup l'accompagnement finalement dans de la prestation de service. Voilà, c'est là Mhm. ton positionnement qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que on dit toujours que c'est pour pouvoir conseiller, il faut savoir mouiller le maillot. Donc là, toi, tu l'as sacrément mouillé, et l'idée justement est de pouvoir, pour toi, accompagner ces startups avec un regard un peu multifacette, très technique, Mhm. très intégré dans cet écosystème, donc super rebond. Et peut-être pour prolonger du coup la vision, aujourd'hui tu confrontes encore les choses avec un nouvel univers, depuis quelque temps, mais je sais qu'aujourd'hui aussi, peut-être encore plus particulièrement, avec l'univers du grand compte, un peu plus corporate. Du coup, Mhm. peut-être un petit mot sur toi, ton expérience, ta vision des choses par rapport, voilà, à cet univers des startups, les inventeurs, l'agilité, la réactivité versus les entreprises plus structurées avec les avantages et leurs inconvénients, bien évidemment, qu'on peut leur connaître, et qui sont tout simplement liés aussi à des tailles de structure. Alors, tu as posé beaucoup de questions, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Première chose, je vais peut-être revenir sur les 10 ans du CTO à service. Évidemment, ces 10 ans-là n'ont pas été sans péripéties, sans roller coaster, puisque au bout de quelques années, j'avais établi en effet un service, une activité de freelance, on va dire, de consultant, pour dédier uniquement startup. Et je me suis dit, OK, comment on peut scaler ça? Parce que j'avais toujours cette idée en tête de créer quelque chose qui était une startup. Donc, on a travaillé sur du contenu, sur des tutoriels. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2017. D'abord en anglais, puis ensuite je l'ai dupliqué en français en 2020, je crois. Et on a avancé sur de la communication, sur comment rendre le rôle du CTO plus digital, comment éviter de passer, de répéter tout le temps la même chose, parce que mine de rien, ben, quand on a plein de clients qui sont des fondateurs de startups qui n'y connaissent rien au niveau de la technique, et ben, on se retrouve à répéter souvent la même chose. Donc c'était pas plus mal de leur donner accès à des tutoriels, à une chaîne YouTube pour éviter de se répéter, et donc le temps passé ensemble avait encore plus de valeur. Et c'est comme ça donc j'ai construit voilà, l'offre qui est toujours sur My CTO Friend, qui est un mix de tutoriels, de coaching et d'accompagnement one-on-one typiquement. Et de là, on a voulu avancer vers de l'IA, intégrer de l'IA dans toutes ces mécaniques-là. Autrement dit, les mécaniques qu'on arrive à faire en tant que CTO, de savoir quelle solution, quel process, comment avancer sur une idée de projet, comment on peut utiliser l'IA pour ça. Et ça, c'est un projet qu'on a mené entre 2020 et 2023 globalement, à essayer de construire des algos pour justement faire une plateforme du CTO Friend digital qui soit pas 100% IA, mais voilà. Il faut savoir que les choses ont avancé, pas toujours de manière facile. On devait à un moment donné faire une très grosse levée, on avait commencé à recruter, on avait commencé à dépenser, jusqu'à ce qu'on se retrouve finalement avec le Covid qui nous a coupé l'herbe sous le pied. Et du coup, il a fallu que je me sépare de la totalité de mon équipe. Donc, on est passé de 6 à 1, moi, pour vous servir. Et du coup, il a fallu redresser la barre, il a fallu payer les dettes. Et ça m'a amené à créer encore un autre projet qui s'appelle Marketing Automation Ninja, qui est du montage automatique de vidéos. Donc, on est toujours dans cette recherche de dépassement de soi, un peu et la sérendipité qui permet de créer des choses. Là, une nouvelle startup qui est arrivée, Marketing Automation, qui a un SaaS, voilà, qui fait son petit bout de chemin. Et du coup, toujours analyser, on a une situation, on a des problématiques. Et personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat est le chemin, si on peut dire, du développement personnel le plus riche qui soit, parce que on est tout le temps en train de chercher à se dépasser, on va en dehors de notre zone de confort et on se confronte à la vraie vie. On n'est pas à se cacher derrière un salaire, une entreprise ou quoi que ce soit. Non, quand il y a un truc qui marche pas, en fait, on peut en prendre qu'à soi-même. Et donc c'est là où c'est vraiment enrichissant. Et c'est là où c'est aussi très très dur, parce que pour certains profils, bah, il y en a certains qui ont du mal des fois à se relever. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des marches
les plus en plus hautes, mais qui soient quand même accessibles pour pas se cramer. J'ai la chance d'avoir su gérer mon énergie, on va dire les difficultés et de mettre en place plein de routines, que ce soit voilà, yoga, méditation, sport, biohacking aujourd'hui, qui permettent justement d'être toujours performant, focus et d'avancer dans une certaine direction. Et je vais avancer du coup au nouveau chapitre, et c'est aussi un peu pour ça qu'on parle aujourd'hui, qui est revenir un peu sur la scène du corporate, revenir un peu sur, ok, maintenant qu'on a toutes ces compétences, on a structuré des startups, on a amorcé des scales, etc., comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à des plus grosses boîtes qui sont potentiellement un peu plus ankylosées de par définition, de par leur taille, de par certains profils aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. Des personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, des fois plus, et qui donc ne vont pas forcément avoir cette recherche du dépassement de soi, et on est assez loin finalement de ce que l'on peut trouver dans des startups. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter, voilà, pas tout changer, parce que j'ai pas l'intention de changer le monde ou révolutionner tout, mais apporter des petites briques adaptables et des choses que l'on peut tirer de la startup et qu'on peut potentiellement appliquer au monde corporate. Alors du coup, je rebondis sur quelque chose d'intéressant. On parle de mindset finalement. Alors comment est-ce que quelles sont les mécaniques pour accompagner cet univers corporate? Et de ce que je comprends, il y a du coup quelque chose côté état d'esprit, il y a peut-être de la technique, de l'organisation. C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, tu prends un peu ce rôle de coach, tu vas te citer le mot, ce qui est peut-être aussi un peu nouveau dans cet écosystème. Et voilà, c'est peut-être là où ça permet de bouger les lignes, et sans doute aussi de trouver un intérêt personnel aussi de toi par rapport à cet univers-là, puisque là, je pense qu'on est sur peut-être un chaînon manquant parfois qui permet de relever des challenges et d'éveiller la curiosité peut-être aussi de l'écosystème. Ouais, complètement. Alors, bon, déjà, première chose, je suis pas un vrai coach, ni développement personnel, quoi que ce soit. Je suis pas formé, c'est pas du tout c'est pas du tout ma formation, et c'est pas mon but pour l'instant. Néanmoins, j'aime utiliser ce que moi j'appelle de coaching, dans le sens où je vais pas avoir de l'information descendante en disant tu fais les choses de telle manière. Non, je vais être très pédagogue et je vais plutôt pousser les gens à essayer de trouver par eux-mêmes les solutions. Et évidemment, les pousser un petit peu dans certaines directions, puisque on est là et c'est là la nuance entre le conseil, le mentoring et le coaching. Donc moi, je naviguerai entre le mentoring et le coaching, de mon point de vue, où je vais d'abord coacher et essayer d'inviter la personne à trouver les solutions par elle-même, et si elle n'y arrive pas, je vais passer plus en mode mentor, où je vais la guider un petit peu vers là où je veux qu'elle aille, en se basant sur mon expérience, typiquement. Et donc, tout ça, ça amène sur un des chaînons, un élément, un maillon de la chaîne qui est vraiment clé dans tous les profils, et ça, que ce soit dans le monde corporate, dans le monde de la startup, qui est l'ego. Je pense que, par définition, d'autant plus dans la tech, les gens ont l'habitude de grossir un certain ego, et qui devient très fréquemment surdimensionné. Et l'entrepreneuriat m'a permis à moi, parce que je pense que j'avais exactement ce défaut-là en 2012, etc., m'a permis à moi de prendre ma belle douche froide et de me dire, en fait, si tu t'es planté, c'est parce que t'es nul, en fait. C'est parce que tu connais pas les réponses. Alors, j'exagère, mais à ce moment-là, c'est vraiment les doutes qu'on se met en tête, quoi. C'est la confiance en soi, il passe, etc. On se remet vraiment en question. Et la réalité, et c'est celle-là, c'est que on est nul en marketing, on est peut-être bon en code, on est peut-être bon en infrastructure, mais il y a tellement de choses qu'on n'est même pas conscient qu'elles existent, qu'en fait, on va se planter parce qu'on n'en est pas conscient. Et donc, le but même pour moi de l'être humain, c'est d'aller à la recherche justement de ce que l'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, et d'aller apprendre ce dont on a besoin pour atteindre un certain objectif. Et ça, peu importe l'environnement, que ce soit la startup, que ce soit le corporate, etc. Et en revenant du coup au monde corporate, et bien les gens sont malheureusement souvent silotés, enfermés dans leur rôle, dans leurs tâches, dans les compétences qu'ils doivent avoir. Alors, ils sont experts, ils sont très bons dans ce qu'ils font, ce qui fait que on peut parfois avoir des personnes qui ont un ego surdimensionné, qui vont être, qu'on va appeler des divas, et qui peuvent, il faut les prendre avec les pincettes, etc., dans le bon sens du poil, parce que sinon, à un moment donné, ça marche plus, et puis ils claquent tout, puis voilà, et puis de toute façon, c'est tellement facile de soit trouver un nouveau boulot, soit changer de mission ou autre dans le monde de la tech, ils s'en moquent si jamais il y a un truc qui marche pas.
Non, l'objectif, c'est qu'on soit fédérateur en tant que CTO, en tant que DSI, et qu'on arrive à partager une vision et un objectif. Et donc, cet élément-là, un élément qu'aujourd'hui j'utilise, qui est la confiance, construire une certaine synergie au sein d'une équipe qui n'est absolument pas gagnée, je trouve, dans le monde de corporate, parce que tout le monde est encore une fois dans son petit recoin de compétences et ce qu'il a à faire, sa propre to-do, et ne se mêle pas forcément des to-do des autres. Alors qu'en réalité, tout est lié, tout doit être bien coïncidé, sinon après, il y a toujours des dérives de planning, des dérives de budget, et finalement, c'est jamais de notre faute. Et c'est là où c'est intéressant de rassembler tout le monde, dire, OK, là maintenant, on a tel objectif, on a tel truc, si on n'y arrive pas, c'est de notre faute, c'est à nous tous, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment bon en communication, on ne se coordonne pas suffisamment, et on ne pourra pas aller mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas entendre comme quoi on se met la faute les uns sur les autres. Donc du coup, réfléchissons ensemble, comment on atteint l'objectif, etc. Et c'est là où je pense que mon expérience de startup apporte une certaine expérience du roller coaster, où on va se retrouver des fois dans des situations catastrophiques et où de toute façon on n'a pas le choix, c'est soit on arrive à se relever, soit c'est la mort de la boîte. Et j'en ai eu des phases comme ça, comme j'en ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dû me séparer de toute mon équipe, on se pose la question, est-ce que oui ou non je veux la maintenir, parce que on a des dettes, etc. Est-ce que ça en vaut le coup? Et en fait, à chaque fois, c'est ce qui nous fait grandir en tant qu'entrepreneur, le cas échéant, ou en tant que personne, c'est qu'on va à chaque fois passer sur des difficultés de plus en plus importantes, et donc du coup avoir une résistance au stress, résistance aux problèmes, et capacité à trouver des solutions dans des situations qu'on n'a pas forcément eues avant. Voilà, donc un long speech pour partager finalement le fait qu'aujourd'hui, il y a encore un écart entre le corporate et la startup, écart qui est assez important, je trouve, dans les mœurs, dans les habitudes, dans la performance, dans la recherche de la performance. Alors, il y a plein de choses. Je me suis pris une belle remarque en pleine face quand je disais, écoutez, activez vos webcams à quelqu'un que je connaissais pas. Parce que pour moi, quand on est en meeting, la performance, elle passe par la communication. Là, on est en train de parler. Je suis sur YouTube. Alors, ok, si vous m'écoutez sur le podcast, il n'y a pas il y a pas le visu, mais quand on se voit, on arrive quand même à passer des messages. On passe une certaine émotion. Et aujourd'hui, les paroles, je crois que ça représente je sais pas, c'est 10% du message. Il y a 30%, c'est l'intonation, et 55 ou 60%, c'est tout ce qui est geste, c'est les expressions faciales, c'est comment on se comporte. Et ça, aujourd'hui, dans le monde corporate, on nous dit, non, moi, je l'utilise pas parce que je vais économiser la bande passante, parce que, alors on m'a sorti en plein meeting, parce que moi, j'aime les arbres, donc je mettrai jamais ma webcam. Je dis oui, je veux bien, sauf que si jamais tu mets pas ta webcam, on va utiliser 2 fois plus de ressources parce qu'on est 2 fois moins performant, donc 2 fois plus d'ordinateurs, 2 fois plus de travail, et au final, les arbres, on en consommera encore plus. Donc pour moi, la performance du business passe au-delà de certaines considérations, même si j'adore la nature, je vis dans la nature, et justement, on se doit d'être performant et de réaliser des choses. C'est les petites boutades que j'ai eues et des mindsets qu'il faut arriver à faire changer, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont, pour moi, assis un peu dans leur confort et qui cherchent pas plus à changer les choses, quoi. C'est retour beaucoup de choses, et effectivement, ça explique aussi, je pense qu'il faut le dire parce que c'est intéressant, notre objectif de développer ce podcast, la table des DSI. Pourquoi? Parce que justement, le but, c'est de montrer qu'on peut regarder les choses parfois autrement. Le but, c'est de savoir aussi se challenger, sortir un petit peu de sa zone de confort et confronter un petit peu tous ces univers. Moi aussi, j'ai l'entrepreneuriat en moi, avec différents univers, différents projets. C'est vrai qu'on se rend compte de la diversité des choses et de la diversité des choix. Et c'est là tout l'objet de notre podcast, voilà, clairement. Une dernière question, peut-être un peu plus perso. Alors voilà, on peut penser, en faisant le lien avec l'informatique, à de la cybersécu, etc. Moi, ça m'avait un peu intrigué la première fois. Maintenant, je sais ce que c'est, tu m'expliquais. Mais tu fais du biohacking. Qu'est-ce donc? Il y a quelques années, je me suis en effet, ça fait des années que je m'intéresse à la productivité. Et donc, c'est passé par plein d'étapes, créer des outils pour faire mon montage automatique, et puis ensuite, toujours productivité, donc passer par les trucs classiques, le Pomodoro,
et j'ai avancé comme ça avec des applications qui me permettent d'avoir des sons alpha, etc., pour avoir un super flow et donc une très très bonne concentration. Le flow est quelque chose de. Il y a un Américain, j'ai plus son nom en tête, mais il explique des choses qui sont phénoménales. On est tout le temps en recherche on est tout le temps en recherche de distraction, on est tout le temps en recherche de développer la dopamine. Et en fait, la dopamine est un contre-productif. Donc, il y a des réflexes, typiquement, alors je ne l'ai pas vraiment fait appliquer, mais se mettre face à un mur, attendre 5 ou 10 minutes comme ça, dans des pauses, ça permet de décanter les choses au niveau de notre cerveau, et ça permet de se dire, après, quand on revient sur notre écran, en fait, c'est super distractif. Puisqu'on était sur un truc qui était tellement ennuyeux, un mur blanc comme ça, on fait rien, on bouge pas, et puis après on arrête notre pause, notre cerveau est reposé et on se met sur des tâches, et donc on a envie de le faire parce que c'est vachement intéressant comparé à un mur blanc, hein. Et donc du coup on est capable comme ça de se hacker et d'être capable d'améliorer notre productivité. Donc ça c'est l'aspect mental, ça passe par la méditation, tout ça. Il y a plein d'aspects qui sont physiques et qui sont métaboliques, c'est-à-dire la nutrition. Avoir il y a des tonnes de régimes, il y en a plein, hein, sans passer par des trucs extrêmes comme le keto, mais ce qu'on appelle le low carb, on va baisser ses taux de sucre. Moi, typiquement, c'est ce sur quoi je suis. Et on va chercher toujours des performances, on peut passer par du jeûne, on a plein de choses qui sont pas nouveaux, mais qui permettent de biohacker un petit peu notre corps. Et après, on peut aller sur des compléments, des choses comme ça. Pareil, quand je suis allé aux États-Unis au 10X Conference, il y avait donc la 10X Health qui faisait des tests ADN. Alors bon, il y a un peu de marketing derrière, mais globalement, ils vont tester dans nos gènes quels sont les manques que l'on a au niveau de notre corps, et ils vont nous faire des programmes de compléments alimentaires qui sont parfaitement adaptés à ce dont on a besoin. Et donc, ça inclut des magnésiums, etc. Mais des trucs assez classiques, mais qui sont de plus en plus mathématiques, qui sont de plus en plus backupés par de la science et qui sont pragmatiques. Et aujourd'hui, les gens qui sont spécialisés en biohacking, parce que c'est un vrai mouvement qui a peut-être 5 ou 10 ans, c'est des gens qui proclament pouvoir vivre jusqu'à 150 ans, voire au-delà. Alors, on n'en a pas encore bien vu, mais je crois clairement que si on l'applique au jour le jour, on peut gagner voire plusieurs dizaines d'années de vie, et au-delà, et passer largement les 100 ans en bonne santé et certainement très heureux. Déçu que tu me dises que maintenant, puisque voilà, c'est peut-être un peu tard alors pour commencer. J'ai déjà perdu quelques dizaines d'années, mais voilà. Du coup, je vais essayer de suite le mur blanc déjà. Voilà. En tout cas, voilà, La douche froide. Les douches froides. Ouais. voilà, 12 fois des Non, murs c'est blancs. Allez, c'est passionnant. parti. Non, il y a énormément de sujets. J'ai pris des exemples extrêmes, mais oui, c'est passionnant. C'est un sujet qui me passionne en plus de mon métier de CTO, aussi, DSI. Voilà, c'est passionnant. Eh ben, c'est toi jamais, voilà, pourquoi pas mélanger corporate, vision corporate, vision startup, prévention et biohacking, c'est tout jamais. Merci en tout cas pour cette présentation et les réponses à ces questions. Et la suite dans le prochain épisode. Merci à toi, Nicolas. À bientôt.